Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition spéciale de Bien branché. Le 7 janvier dernier, Granby se retrouvait à l'une des pointes du Triangle noir. Les autorités municipales ont donc enclenché le processus d'urgence. On a donc mis en place l'hébergement. 4 sites étaient offerts. Daniel Bisson s'est intéressé à l'organisation et au quotidien du Mont-Sacré-Cœur et du Cégep. Alors, Monsieur Fauché, on est ici au Cégep de Granby. On peut accueillir combien de personnes ici? Ici, on a une capacité de 300 résidents sinistrés. On pourrait en avoir plus, mais on a eu comme politique d'essayer de limiter à peu près à ce nombre-là afin d'être capable de leur donner tout le support et les services voulus. Dans ce sens-là, il y a tous les autres centres d'hébergement qui respectent cette politique-là. Donc, on préfère ouvrir de nouveaux centres afin de garder un nombre qui nous permet d'avoir un meilleur service. D'avoir une taille humaine un peu? Oui, parce qu'on a eu des expériences ailleurs ou dans des grands gymnases et des grandes surfaces. Quand on met trop de gens ensemble, ça devient des gens très disparates qui n'ont pas les mêmes besoins, des jeunes, des personnes âgées, des gens qui sont un peu malades, et ça devient difficile à gérer. Tandis que là, nous, ce sont des locaux qui sont tous un peu spécialisés. On peut avoir des jeunes familles, des personnes âgées, des personnes qui ronflent, des gens qui, dans certains cas, avaient des animaux, des gens qui souffrent d'insomnie, donc des gens qui ont à se déplacer régulièrement. Ce qui nous a permis, je pense, à date, d'avoir des résultats qui sont intéressants, on pense. Et qu'est-ce qui fait que vous avez pu vous organiser si vite? Est-ce que c'était déjà prévu d'avance ou bien donc c'est tout de l'improvisation? Je peux vous dire que c'est de l'improvisation. La municipalité a décidé d'offrir des centres d'hébergement. Le collège avait une ressource et la ville de Granby a envoyé une ressource. Et si je veux vous parler de mon cas, puis c'est le cas de beaucoup d'autres bénévoles, nous, on est passé ici jeudi matin pour donner un coup de main à des gens qu'on connaissait et on s'est retrouvés organisateurs, pas en chef, là, mais à vouloir coordonner tout ça. Et là, c'est une chaîne qui s'est faite. On a appelé des gens, il y a des gens qui sont passés. Et je peux vous dire qu'actuellement, on a une banque de bénévoles. Là. On n'en refuse pas parce qu'on prend tous les noms, mais on a une banque de bénévoles ici. Il y en a une à la ville, il y en a partout. Donc, c'est pas les bénévoles qui nous manquent. On a développé une organisation qui nous permet, au moment où on se parle après une semaine, parce que ça fait une semaine qu'on est ici, d'avoir quelque chose qui commence à bien fonctionner. Il y a toujours des petites choses. Et là, on ne souhaite pas que ça perdure, mais on sent que là, on a un peu plus de contrôle sur la situation. Ça veut dire qu'on s'ajuste en cours de route. Quelle sorte d'ajustement vous avez pu faire, justement? Bien, chaque jour, on prévoit une réunion des différentes personnes qu'on appelle le responsable de comité. Comité d'accueil, comité d'inscription, comité de réception, comité de repas, comité d'hébergement. Donc, tous ces gens-là se rencontrent au moins une fois par jour et là, on soulève les problématiques. On échange et on se dit que là, il faudrait peut-être changer telle chose, avoir de nouvelles personnes, regrouper des activités, déplacer des gens, demander des nouveaux supports. Vous savez qu'ici, on a des militaires, on a la sûreté, on a des agents, on a des Pinkerton, on a tantôt la GRC est venue, la Sûreté du Québec. Donc, on a beaucoup de supports, donc il faut coordonner tout ça. Toi, tu es ici depuis combien de jours? Ça fait-tu plusieurs jours que tu es ici? 3 jours, mais au 4e, on est parti, mais on a menti que tu as l'électricité là-bas. Mais il n'y a pas d'électricité chez toi, là, présentement. Qu'est-ce que tu fais de tes journées ici? Moi, je m'amuse bien, voyez-vous, c'est mon ami qui est là-bas. Oh, tu as une amie qui est avec toi ici. Elle s'appelle Caroline. Puis vous jouez à quoi? Tout à l'heure, on jouait au bonhomme de garde, puis j'avais des pièces d'or de Lego. J'avais gardé, puis on s'avait fait une mine d'or avec des couvertes brunes. Fait que tu trouves pas ça trop dur d'être ici? Non. Est-ce que tu dors bien? Oui. Oui? Puis est-ce que tu arrives à te laver aussi? Oui. Puis tu manges bien? Je me lave les pieds, des fois, puis je me lave les pieds, les jambes, puis le ventre à chaque matin. À chaque matin. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que je mange bien? Oui. Oui. Oui? Tu arrives à bien vivre comme ça? T'es pas trop malheureux? Un peu d'un fois. Un peu. Est-ce que tu as hâte de retourner chez toi? Oui. Joanne, j'aimerais qu'on parle d'une journée type ici, au Mont-Sacré-Cœur. Comment ça se passe? Le lever puis le déjeuner, c'est vers quelle heure? OK, le lever il est vers 7 h le matin. Le déjeuner commence pour les étages des blocs qui sont pour les personnes âgées. Ils commencent à 8 h ici à la cafétéria. Ils se présentent en ligne. Ils vont faire le tour de la cafétéria. Ils viennent manger ici. Après ça, on demande de faire le ménage dans leur chambre quand même, qu'il y a une certaine propriété hygiène aussi. De 10 h à 11 h, c'est les douches.
Le monde, ils ont au sol aussi, le vestiaire, le gymnase. Ils ont des douches, des surveillants, filles et hommes, surveiller les douches. Après ça, ils reviennent pour le dîner à 11h30 quand ça fait la file pour le dîner à midi. Puis ça va, l'après-midi, le souper va être à 5h30. Ça devait pas être évident quand vous aviez 660 personnes à servir des repas à tout le monde? Mais les premiers arrivés, c'est toujours les enfants. Je veux dire, ils faisaient la ligne de bonheur, là. Mais le monde, il savait que, je veux dire, les personnes, je veux dire, les adultes laissaient la place aux enfants premiers puis aux adolescents pour manger après. Il ne s'est jamais fait de chiale, de chicane. J'ai jamais vu en ligne quelqu'un dire « Hey, t'as pris ma place, quelque chose. » Le monde « Ah, mais vas-y, c'est une personne âgée. Ah, vas-y, t'es un petit enfant, on va te laisser ma place, on va manger plus tard. » Le monde sont très habiles là-dedans, là. Ça devait prendre beaucoup de cuisiniers. Les cuisiniers, il y en a énormément. Il y a aussi des bénévoles qu'on la voyait. Moi, je les appelle aux patates. Et puis chez patates, parce quand on est 660, c'est pas 5-10 patates qu'on prend là. On parle de 50 livres de patates. C'est un 2-3 heures d'épluche patates qu'on faisait. Puis après, vaisselle, je veux dire, ils ne mangent pas dans des assiettes de 4 ronds, là. Je veux dire, il y a des ustensiles à laver, des verres, tout ça. Ça fait que moi, j'appelle ça ma plonge. J'envoie 4-5 adolescents à la plonge. Des bénévoles qui disent « Je suis bénévole, je vais t'arriver. » Je les envoie à la plonge. Ils sont bien contents de toujours pour la plonge et pour les patates. Joanne, est-ce que vous avez remarqué de la tension chez les gens? Est-ce qu'il y a de l'agressivité qui des fois, là, ressort? Oui, hier, j'en ai remarqué deux qui m'ont fait des remarques, là. C'est plus sévère que d'autres, mais on essaie de leur parler, leur dire, nous autres aussi, on est sinistrés. Je veux dire, il y a une grosse qui pense que la Croix-Rouge, on est payé. Ils disent, bon, vous autres, on vous comprend, vous êtes payés. On n'est pas payés, on est bénévoles. Je veux dire, moi, c'est ma 7e journée, je suis bénévole encore. On n'a jamais eu notre salaire, c'est un sourire du monde. On demande juste au monde d'être un peu plus tolérant, là. C'est pas facile pour personne. C'est ça qu'on essaie d'expliquer au monde. Lors de cette crise, les travailleurs sociaux du CLSC ont troqué les trottoirs pour les couloirs, en offrant un service d'aide et de soutien aux sinistrés des centres d'hébergement. Daniel Bisson a rencontré l'un d'entre eux. Bien, comme difficulté, présentement, ça commence à se stabiliser davantage. Au début, c'était davantage des problèmes de crise, où est-ce que les gens étaient vraiment désorganisés dans leur quotidien. Parce qu'il faut se rappeler qu'une crise, ce qu'on est en train de vivre présentement, c'est vraiment une désorganisation majeure dans la vie des gens. Alors, les gens ont tendance toujours à essayer de rechercher une stabilité dans leur vie. Et là, on vient soudainement, à cause de la crise, de les déstabiliser. Alors ça fait en sorte que les gens veulent rechercher une stabilité. Ici, ils commencent à la retrouver, leur stabilité, parce qu'ils se forment des nouveaux amis. Ils commencent à se faire un nid à quelque part aussi dans les différents locaux ici. Mais le fait de la promiscuité, là, d'être tout près, d'être avec des étrangers aussi, est-ce que ça peut occasionner des problèmes? Oui. Stress, agressivité, anxiété, découragement, pleurs, peur, etc. Tout, je vous dirais, la plupart des réactions sont tous normales. Chaque personne va réagir d'une façon différente, tout dépendant de son passé, de sa personnalité, de son vécu. Alors, c'est normal, dans le fond, que les gens se soient déstabilisés et de différentes façons. Nous, on est là à ce moment-là, justement, pour gérer un peu avec eux autres les différentes émotions, les différentes peurs, anxiétés qu'ils sont en train de vivre et surtout leur donner des trucs et des conseils sur comment ils peuvent retrouver un minimum de stabilité ou de régularité dans leur vie. Votre action, elle se fait comment à ce moment-là? C'est des rencontres individuelles ou si vous assurez une présence auprès du groupe? Ou... Il y a eu des rencontres de groupe dans la plupart des sites où est-ce qu'on donnait de l'information justement sur les réactions normales auprès des gens. Il y a même eu un article qu'un autre travail social a fait dans La Voix de l'Est récemment. Mais dans tous les sites, il y a eu des rencontres qui ont été faites par des intervenants sociaux pour normaliser justement les différents phénomènes liés à un sinistre comme ça. Et aussi de façon individuelle, on aborde les gens, on regarde avec les gens un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi leur vécu. Et souvent en individuel comme ça, on vient qu'à prendre le pouls et d'essayer de leur donner des conseils, des trucs qui sont propres à eux. Comme il y a une mère qu'on a rencontrée qui avait de la difficulté, là, elle était épuisée. Alors là, on a été directif avec elle. On a dit, écoute, là, va te placer les enfants en garderie, va prendre du temps un peu. Puis donc, on va vraiment les aider à ce qu'ils trouvent un certain équilibre malgré là, la situation. Parce que la situation n'est pas évidente. J'imagine qu'on se ramasse avec des gens qui viennent un peu de toutes sortes de milieux oui. Et qui, là, sont regroupés ensemble. Ça doit quand même faire des frictions de temps en temps. Mais je vous dirais, dans la plupart des sites, ils commencent à se faire vraiment, c'est ce qu'on se constate présentement, une vie de société. Ça devient vraiment une société parce que de plus en plus, ici au Cégep et je crois dans les autres sites, on est en train de prendre de plus en plus place et dans différents locaux. Ce qui fait que les gens
ont de plus en plus une espèce d'appartement à quelque part. Alors, ils sont capables de se faire de plus en plus leur nid et leur place. Malgré ça, il y a aussi toute la promiscuité entre les gens et les tensions, et on ne peut pas l'éviter. Mais le fait que les sites changent physiquement, ça améliore la situation au niveau psychosocial. Vous parliez aussi là, de donner une espèce de répit aux parents avec une garderie. Vous avez un système de garderie ici? Ici, il y en a un au cégep. Il y a le matin, le midi et en soirée aussi. Là. Il y a vraiment juste au niveau des aires de repas où est-ce qu'il n'y a pas de garderie. C'est des bénévoles qui sont ici et qui sont compétents. Ici, il y a un prof. C'est un enseignant qui vient prendre du temps avec les enfants. Je dirais de plus en plus, et c'est temps que ça se fasse aussi, puis c'est correct aussi, les gens aussi redoublent d'efforts au niveau de l'administration aussi pour vraiment créer une routine chez les gens. C'est ce qu'on constatait au début, les gens ont besoin de routine, d'activité, de changer les idées, de faire autre chose. Et c'est ce qui est en train de s'organiser depuis une journée. Là. Il y a les spectacles aussi qui sont là, il y a des activités aussi au niveau du gymnase. Donc c'est vraiment une mini-société qui est en train de se former ici, et c'est tant mieux. Parce que vous parlez là, de routine et tout ça. L'être humain est un être rituel, hein? C'est donc la routine. Donc, un événement comme celui-là vient briser dans nos habitudes, exactement. Donc brise le rituel. Exactement. Puis c'est là que c'est dangereux pour l'équilibre des gens. Oui. Et souvent, on voit des gens qui disent « on ne sait pas quoi faire, on trouve ça plate, etc. » Et le fait de mettre des activités, ça fait en sorte de recréer une routine. Et cette routine-là, qu'on leur a fauchée aux gens, il faut qu'ils la recréent. Et c'est là qu'il vient tout le déséquilibre chez les gens et qui ont besoin à un moment donné de dire « oups, on se reground à terre, puis qu'on va essayer de faire des activités. » Et c'est pour ça qu'il y a eu des activités qui ont été faites pour routiner les gens, si on peut dire, parce qu'ils ont besoin de ça, comme nous aussi, hein. Est-ce qu'il y a des... Bon, là, on voit aussi qu'il y a des militaires qui se promènent là, dans le cégep. Il y a pas d'intervention majeure qui se font à un moment donné où il peut y avoir des frictions, où les sangs sont un petit peu plus chauffés, là, puis ça prend une intervention plus musclée. Oui, je vous dirais, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de problème majeur et très important. Il y en a toujours, c'est normal. Et probablement qu'il va en avoir aussi dans les différents sites, ici y compris. Mais les gens de l'armée, les policiers sont là, puis les gens qui font la surveillance, les bénévoles, sont là aussi pour assurer qu'il y ait une certaine façon de faire parce que dans toute société, il y a des règles et ici, il faut qu'il y ait aussi des règles qui soient instaurées. Et les militaires sont là pour essayer de les faire respecter. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu nécessairement de problème majeur. Et nous, on intervient plus souvent après la crise, essayer de regarder avec les gens, mais comment on peut s'organiser malgré la proximité et le fait qu'on est dans une situation de crise, comment on peut s'organiser pour se calmer, être de plus en plus tolérant envers l'autre jusqu'à temps que ça finisse la crise, là. Pensez-vous qu'un événement comme celui qu'on vit présentement va avoir des répercussions chez les gens après, là? Oui, mais je vous dirais aussi qu'il y a une partie très positive dans ce qui est en train de se vivre. Parce que les gens... ce qui fait en sorte qu'on devient de plus en plus solide dans la vie, c'est souvent les expériences, qu'on devient de plus en plus connaissant et qu'on vient qu'à apprendre à dire, ben oui, on a vécu des difficultés, mais on est capable de s'en sortir. Et là, ce qu'on est en train de faire, ou ce que les gens sont en train de vivre par la force des choses, ça va faire en sorte d'outiller de plus en plus ces gens-là à ces situations-là difficiles. Donc, il faut regarder aussi le positif de ce qui est en train d'arriver. Il y a des gens aussi présentement qui peuvent vivre aussi ou qui vont vivre une certaine anxiété face à la fin de cette crise-là. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont créé des amitiés avec les gens, qui ont créé des liens, qui se sont sentis utiles. Il y a des gens qui sont aussi chez eux dans le jour à se sentir un peu inutiles socialement. Ici, ils trouvent... Certaines personnes vont trouver un certain sens dans leur quotidien parce qu'ils peuvent aider les autres, ils se sentent aidés. Alors, quand la crise va terminer, il faut aussi... on est en train aussi de regarder ça comme comment planifier aussi l'après-crise, là, quand les gens vont en revenir chez eux et que là, il va y avoir une espèce de brisure entre les liens d'amitié avec les gens. En tout cas, il faut être vigilant à ça. On est en train de réfléchir aussi sur comment on peut aider les gens là, dans ce transfert-là. Toujours en se disant que l'être humain est un être capable d'adaptation. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour combler les besoins en ravitaillement alimentaire, SOS Dépannage Moisson Granby a transformé l'aréna Léonard-Grondin en immense supermarché pour s'illustrer. Norman Dunn, ici c'est le quartier général là, de la Banque alimentaire. Depuis quand c'est mis sur pied? Ça fait la deuxième journée qu'on a commencé le service direct. On a commencé, ça fait à peu près 5 jours qu'on a ouvert. On a ouvert au début les locaux d'SOS Dépannage au 279 rue principale. Puis après, on a vu l'ampleur que des autres municipalités qui voulaient nous envoyer des camions de nourriture. Alors, on a fait des demandes spéciales à la ville
pour ouvrir l'aréna, pour être capable de recevoir tous les aliments. Ça veut dire là, que les quartiers, l'endroit habituel là, de SOS Dépannage Moisson Granby, c'était pas suffisant. Est-ce que vous aviez prévu quelque chose? Quand ça a commencé, avez-vous tout de suite commencé à prévoir là, une façon de faire pour dépanner les gens? Au début, ce qu'on a pensé, la première chose, après le premier 24 heures, la première intérêt qu'on a eu, c'était le premier souci, si tu veux, c'était on voulait pas perdre la viande qu'on avait dans nos congélateurs, chambres froides. On avait à peu près pour 7-8 000 $ de viande. Alors, au début de tout, on a pris tout de suite notre viande, puis on est allé les porter. On avait entendu qu'il y avait des centres d'hébergement, puis on est allé tout de suite la porter pour être sûr de ne pas le perdre. Après ça, étant donné qu'on n'avait pas d'électricité à la banque alimentaire, on avait demandé au service d'urgence de la ville de nous fournir une génératrice. En fin de compte, ils nous ont branchés parce qu'on était un service essentiel, peut-être 4 jours après. Puis après ça, quand on a vu l'ampleur, on s'est dit c'est plus assez grand. Il faut vraiment avoir un grand entrepôt. Alors, c'est là qu'on a changé. Et là, les denrées, vous disiez qu'ils venaient d'un petit peu partout. Est-ce que ça vient là, de Montréal et puis vous en recevez beaucoup? Oui, au début, ça a été un petit peu... Au début, ça a pris peut-être 48 heures avant que ça se rode un peu parce que il y a beaucoup de municipalités qui nous appelaient et qui disaient on va vous envoyer des vannes, puis ainsi de suite. Puis des fois, il y avait 48 heures de délai, puis moi, je les attendais, les vannes. Alors, on a vraiment réajusté nos flûtes avec toutes les autres municipalités. Les premières villes qui nous ont aidés, c'est Sherbrooke et Magog. Les premières vannes qu'on a réussi à avoir, c'est vraiment cette municipalité-là. Hier, on a eu l'Abitibi, la Beauce. Là, maintenant, ça vient de partout à travers le Québec. Et qu'est-ce qui est le plus en demande? Ce qui était le plus en demande, les premières journées qu'on a débutées, c'était le lait en Falac, Similac, toutes ces choses-là, le lait, les couches. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les serviettes sanitaires, tous les gens qui étaient partis dans des centres d'hébergement n'avaient pas absolument rien apporté avec eux. Alors, on a commencé à donner des choses comme ça. Fait que ça a été les choses les premiers demandées. Mais qu'est-ce qui explique que les gens soient partis dans des centres d'hébergement puis qu'ils n'aient pas apporté, mettons, du lait pour les enfants, des couches ou des choses comme ça? Je pense qu'il y avait quelque chose dans les centres d'hébergement qui disait que vous pouvez seulement amener vos enfants. Tu peux pas amener des faits personnels puis des choses comme ça. Fait que les gens ont tout laissé là, étant donné que ça a pris au moins 48 heures pour que les gens commencent à aller dans les centres d'hébergement aussi. Les gens, après 48 heures, avaient tout perdu, ce qu'il y avait. Fait que ça veut dire que quand ils arrivaient dans un centre d'hébergement, ils se retrouvaient avec plus rien. Et ici, ça veut dire que ça prend du personnel, vous avez besoin de bénévoles. Comment vous avez recruté vos bénévoles? Je pense qu'au début, on a fait des cris d'alerte avec M105 qui nous ont... si ça n'avait pas été de la station locale, on n'aurait jamais réussi ce qu'on réussit là. Ça a été une ressource très importante, un outil très important, la station. Alors, au début, on a travaillé beaucoup avec la station de radio. Aussitôt qu'il y avait des vannes qui arrivaient, on demandait d'envoyer des gens. Alors, on faisait des cris d'alerte à la radio. Ça a très bien fonctionné jusqu'à présent. Puis après ça, les gens qui sont venus chercher de la bouffe ou les gens qui venaient nous aider amenaient des membres de leur famille, des voisins, les gens qui étaient hébergés. Alors, c'est vraiment les gens qui ont dit « on veut vraiment vous aider ». On n'a pas vraiment de problème à avoir de bénévoles. Ça se recrute assez bien. Est-ce que les heures d'ouverture sont limitées, j'imagine? Oui, c'est très limité. Hier, les heures, c'est de midi à 4 heures. Hier, on a nourri entre 1500 et 1700 personnes dans ce cours de temps-là. Aujourd'hui, d'après nous, on va en aider au moins le double. Il y avait tellement de monde quand on est arrivé. Il y avait, à 11h15, l'entrée de l'aréna était complètement remplie et la queue se faisait à l'extérieur. Les gens étaient là depuis 1 heure qui attendaient dehors. Puis là, on a dit, hey, en plus de geler, il faut organiser une structure. On a développé toutes sortes de mécanismes. Le plus simple, c'est qu'on va les faire rentrer par ordre, là, comment ils sont arrivés. On a essayé de les installer partout dans l'aréna. Dans les gradins servent? Exactement, exactement. Et bon, là, je regarde, là, qui peut avoir accès à ces denrées-là? Le premier critère qu'on demande, c'est seulement les personnes qui ne sont pas dans des centres d'hébergement. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, ça nous prend une pièce d'identité avec l'adresse. Pour l'instant, on ne fait pas de distinction avec les municipalités. On prend tout le monde qui arrive ici. Le problème, c'est que c'est trop condensé. Il y a trop de monde en un si court laps de temps. C'est ça notre problème. C'est que là, tu vois, il y a des gens qui attendent depuis 2 heures dans un gradin, puis ils passeront pas encore avant au moins encore 1 heure. Fait que c'est des gens qui vont attendre 3 heures au moins pour avoir une épicerie. Ça veut dire que la patience est de rigueur, mais comment est le moral des gens? Est-ce qu'il y a beaucoup d'agressivité? Moi, ce que j'ai remarqué personnellement, lorsque moi j'arrive puis on s'installe avec des haut-parleurs puis on leur parle, si tu mets un petit peu, t'enrobes ça d'humour, les gens embarquent facilement.
Mais aussitôt, moi, ce que je remarque, aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'on avise les gens, on sent qu'il y a beaucoup de l'animosité ou de la... Ils ont peur, les gens. Les gens, il y a une vague vraiment de panique. On n'a jamais vécu des choses comme ça, c'est bien clair. Personne n'était préparé à des situations comme ça. Fait qu'on voit même dans le regard des gens qui sont paniqués. Ils essayent même entre eux autres de mettre beaucoup d'humour, mais quand tu es rendu que ça fait une semaine que tu n'as pas d'électricité, tu es dans des conditions pénibles, puis que tu n'as plus rien à manger, que tu peux pas aller chercher de l'argent à caisse ou quoi que ce soit, je n'ai pas besoin de vous dire que les gens, c'est comme j'ai faim, c'est tout ce que je veux savoir, je veux pas rien savoir de tes structures, c'est j'ai faim. Ce qu'on a dû faire pour éviter qu'il y ait des conflits, l'armée nous a obligés à avoir des gens constamment alentour de nous autres, et c'est eux qui décidaient des règlements pour être sûr que ça passe pas sur notre dos. Mais c'est vraiment l'armée qui contrôle tout. Tous les jours, on a peut-être des petits cas d'agressivité, mais aussitôt que l'armée arrive, ça calme tout de suite automatiquement. Je vois qu'il y a des... Bon, c'est sûr, là, il y a des produits alimentaires pour se nourrir, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que vous fournissez, style les sacs de couchage ou des couvertures, des choses comme ça? Tout ce qu'on a reçu de l'extérieur de notre ville, on le donne tout. Alors, on a tout mis ce qu'on recevait sur les tables. Sur les tables, au début, lorsqu'on ouvre à midi, on peut avoir beaucoup de chandelles. Quelquefois, on a des petites réserves d'huile à lampe, du kérosène, des choses comme ça. Mais ces choses-là, c'est assez varié. Autant on a du shampoing, du savon, des petites choses, là, autant des Tylenol, qu'on a été très attentifs parce que les couvercles ne soient pas ouverts, mais beaucoup de petites choses dans le quotidien que les gens avaient besoin. Au début, nous, on nourrissait puis encore d'ailleurs, on nourrit les centres d'hébergement. Dès les 3 premières journées, les chefs d'établissement nous appelaient et disaient, bon, avez-vous des couches, avez-vous des serviettes sanitaires, avez-vous des Q-tips, avez-vous des débarbouillettes, avez-vous... Alors, on a essayé de répondre vraiment aux besoins ponctuels des centres d'hébergement. Il y a une chose que je voudrais savoir, c'est, bon, c'est la première fois qu'on fait face à une situation comme ça. Est-ce que ça va changer peut-être nos prévisions là, dans l'avenir? Est-ce qu'on va s'organiser pour avoir des plans déjà là, pensés d'avance ou... Soyez très convaincus qu'il va vraiment avoir des mesures d'urgence incroyables lorsqu'on va avoir terminé ce qu'on a à vivre avec cette crise-là présentement. Les médias locaux ont joué un rôle déterminant auprès de la population sinistrée. Je me suis donc rendue au M105 à la Voie de l'Est pour savoir comment on informe quand on est soi-même sinistré. En plus d'offrir un service radio à la population, on offre un service d'échange. S'il y a des gens qui ont des génératrices à vendre, on prend ça en note. S'il y en a qui appellent, qui en veulent une, on refile ces personnes-là. Alors, on va plus loin que le service radio habituel. Donc, c'est vraiment aussi comme un service communautaire. Vous êtes très près de la population. Il faut. Et puis, les moyens que vous avez pris pour vous adapter à la crise, quels sont-ils? Bon, les moyens, au départ, c'est la bonne volonté des employés ici, les membres de la coopérative de la station de radio, les gens qui n'ont pas ménagé leurs heures. Parfois, il y a des gens qui dorment 2 heures par jour. On n'a pas le choix. On doit offrir ce service-là. Et ce qui nous a aidé, probablement parce que M105 est un nouveau service, c'est l'expérience des gens qui étaient, évidemment, à Chef Radio. En plus des gens qui se sont greffés à nous de d'autres stations de radio qui sont venus travailler au M105, qui avaient de l'expérience également. En plus de nombreux bénévoles. Ça, on tient à le souligner. On ne pourrait pas répondre au téléphone. Il y a évidemment les gens, les bénévoles qui viennent nous aider. Et il faut dire aussi, il y a quelque chose, les entreprises, on parlait de priorité, les entreprises, tous les caisses populaires, les services bancaires, eux ont donné des services à la population. Ils étaient horaires de telle heure à telle heure. Ça, on a priorisé ça. Les services de santé, les cliniques, ça, fallait prioriser ça. Du côté de Granby, il y avait également du côté, commercial. Les gens, les magasins, nous appelaient, on est ouvert, on ne l'est pas. Au départ, on a donné l'information et évidemment, maintenant, on s'est habitué. Ces gens-là se sont organisés et c'est là que je vous mentionnais tantôt, les gens veulent dire qu'ils ont à vendre des génératrices et tout ça. Alors, filtrer complètement cette information, pour nous, on s'est adapté à la situation malgré tout.
pas qu'on n'a pas eu de raté, mais je peux vous dire que tout ce qui est information diffusée, ça a été correct et tout va bien, puis le moral de la troupe, c'est bon. Actuellement, comme vous voyez, c'est un petit peu, pour nous, c'est décourageant. On a travaillé tellement parce que dans les 3 premières journées, on avait seulement que les génératrices. Ça, c'est important de dire qu'on avait des services d'urgence. Et Hydro-Québec nous a considérés comme, évidemment, service essentiel. Alors, on a fait fonctionner les ordinateurs. Et là, tout à coup, depuis quelques minutes, on avait fait plein d'enregistrements parce qu'il faut démêler tout ça. Et là, on n'a pas de possibilité de diffuser par ordinateur, par numérique. Là, on ne peut plus utiliser le système. Les publicités vont se faire live. On prend les textes, il y a des animateurs enragés, puis on fait les textes de pub live. Il y a besoin d'improvisation. Ah oui, si t'avais pas quelqu'un qui n'avait pas d'expérience en radio, travailler dans une situation comme ça, là, tu prends de l'expérience rapidement. Vous avez un plan d'urgence d'établi en cas d'une grosse crise comme celle qu'on vit présentement. Voilà, je rappelle que M105 qui est entré en ondes le 15 août, c'est un nouveau service. Moi, en 20 ans de radio à chef, j'avais jamais vu cette situation d'urgence. Et oui, il y a eu des pannes d'électricité dans la région. Oui, il y a eu quelquefois des situations assez spéciales, mais on était loin de s'attendre. Je dis pas qu'on en aurait pas fait un, mais on n'en avait pas plus à chef. On y va dans l'improvisation. Il y a des gens, des nouvellistes, il y a des gens qui doivent nous transmettre l'information et c'est ça finalement la situation d'urgence. Ce qui est urgent, ce serait de dormir, mais on n'a pas le temps de dormir. Voilà. Ça, on n'avait pas prévu ça. Ouais. Espérons que ça va se terminer bientôt. On va faire face à tout, évidemment. Hein? Et puis, considérant le rôle si important qu'a M105 en si peu de temps, est-ce que ça vous fait peur? Bon, écoutez, les gens savaient, c'est un nouveau service. Oui, on était entré en grande pompe quand même, une station FM. Les gens avaient entendu parler, évidemment, de notre arrivée. C'est certain qu'on avait reçu nos BBM quelques jours avant. Puis on était très, très heureux, nous. Pour les premiers mois, on était très, très satisfaits. C'est sûr que maintenant, les gens savent que le M105 existe, mais il faut se souvenir qu'on est une station qui est plus musicale que l'était l'ancienne station AM. Mais on a toujours donné l'essentiel de l'information. On avait quand même un mandat d'informer les gens, vous savez, mais là, je pense que les gens vont peut-être reconnaître qu'au M105, c'est la radio locale de la région, puis on est en mesure de donner l'information. Je pense que là-dessus, il ne faut pas s'en cacher, ça peut nous donner un coup de pouce, mais on n'y pense pas actuellement. Ce qu'on pense, c'est de la donner, l'information, et peut-être, lorsque viendra le temps de faire les bilans, on va peut-être se rendre compte, parce que les gens sont extrêmement gentils avec nous. Ils nous appellent, ils viennent nous porter des lettres, étant donné qu'on a donné ce service-là, parce que si l'année passée, en tout cas, c'est les gens politiques qui l'ont mentionné, si c'est arrivé l'année passée, ça aurait pu, en tout cas, être plus catastrophique parce qu'on a les pieds dans la ville, on est dans la ville et on peut donner cette information juste parce que ceux qui s'occupent de la coordination savent, ils nous appellent, on a des lignes rouges, ils viennent nous voir, c'est tout près d'eux. Puis les gens qui appellent ici, là, comme les réceptionnistes, là, il était 4 à un moment donné aujourd'hui pour réussir à fournir vos appels. Puis là, il était 4 pour les appels. Puis qu'est-ce qui ressort là, quand tu parles avec les réceptionnistes, là, c'est qu'ils font de la psychologie avec les gens qui appellent. Parce que les gens sont tellement en détresse, ils doivent les rassurer, il faut qu'ils les écoutent. Puis il faut que tu sois patient avec tout le monde parce que chaque personne qui appelle pense qu'elle est seule au monde à être dans les problèmes. Imaginez si vous tenez plus le coup. Non, si on ben, le reste de la population va il sentir. faut rester solide. parce que là, entre les couloirs, on est un peu à terre, mais quand on rentre en onde, il faut avoir l'air de maîtriser toute la situation. C'est ça, je viens de dormir 24 heures, il n'y a pas de problème. C'est ça. Il faut maîtriser la situation. Bon, alors, évidemment, c'est un peu comme un camp militaire, un camp de guerre. On est vraiment en situation extrêmement critique. Alors, on arrive à sortir quand même un journal. C'est tout un exploit. Alors, d'un, avant la technique, il faut souligner tout le côté humain, tous les artisans de la Voix de l'Est qui, depuis le début de la panne, sont là, en arrière, sont disponibles, ils viennent ici. Alors, c'est vraiment eux, à la base, qui font ce journal-là et qui sont en arrière et qui... Alors, nous, dans notre optique, c'est que la Voix de l'Est, elle doit sortir à tous les jours et c'est ça qu'on veut continuer à faire, puis ça, j'en suis extrêmement fier. Et avant la technique, avant tout, c'est le courage de tous ces gens-là, parce que ces gens-là n'ont pas d'électricité aussi chez eux. Ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des maisons. Alors, ils sont ici, ils travaillent, ils donnent leur pleine collaboration. Alors ça, c'est vraiment point de départ. Puis c'est ça l'essentiel d'un journal. Hein. Ce sont des hommes, on parle de la vie de tous les jours.
Et je pense qu'ils ont le sentiment à l'heure actuelle de participer, de contribuer de façon active à une bataille contre le froid, une bataille contre la glace, contre le noir, pour aider les gens. Et tous les journalistes, tous les artisans de la Voie de l'Est ont ça, je pense, ce sentiment-là de contribuer à un moment vraiment historique. Hein, c'est pas une crise ordinaire de ce qu'on vit présentement. Alors, ils sont là, ils sont présents, puis ça, je dois vraiment leur rendre hommage parce que c'est extraordinaire, l'atmosphère qui règne ici. Pour moi, après 20 ans de métier, c'est des instants qui sont dramatiques, qui sont durs, mais qu'en même temps, ils sont extrêmement intéressants sur le plan journalistique. Maintenant, après ça, la technique, bien, on a fait 56 pirouettes pour réussir à sortir le journal à tous les jours. Le premier soir, on a fini le journal avec une chandelle dans les mains parce qu'on n'avait plus rien. Alors, si vous donnez une idée là, d'où on est parti mercredi dernier avec une chandelle pour sortir le journal. Mais le journal était là jeudi matin et maintenant, ça va de mieux en mieux. Alors, on a réussi à avoir un peu d'éclairage, un peu de chauffage. Il y a des journalistes qui ont travaillé avec des gants pour taper leurs textes. Mais ça va et c'est la bonne franquette, puis c'est vraiment exceptionnel tout le travail qui se fait ici. Alors, la fatigue se fait sentir, puis évidemment, nous autres aussi, les gens ne le perçoivent pas nécessairement, mais on vit la crise d'une façon personnelle aussi. Alors, ça nous donne, comme on dit dans le métier, du insight et peut-être une forme de correspondance avec les gens. On partage la même chose qu'on ne retrouve pas habituellement. Alors, à cet égard-là, c'est peut-être facilitateur. Et puis, bon, concernant, si on revient un peu aux techniques, l'imprimerie, où est-ce que ça a eu lieu? On est en panne ici à Granby, alors qu'est-ce qui arrive avec ça? Alors voilà, ça, depuis, disons que le journal La Voie de l'Est est imprimé sur les presses du journal La Tribune à Sherbrooke. Alors, on a un lien quand même direct avec Sherbrooke qui nous facilite la tâche. Maintenant, au tout début, les premiers jours, il fallait mettre tout notre matériel sur des disquettes et c'était des courriers, alors des gens ici, des employés ou qui prenaient les disquettes et qui apportaient le matériel jusqu'à l'imprimerie à Sherbrooke. Maintenant, le lien téléphonique est rétabli. Alors, on a réussi à reprendre le dessus en fin de semaine et maintenant, ça se fait par ligne téléphonique. Heureusement, ça tient. C'est encourageant dans ce temps-là. Maintenant, au niveau journalistique, comment s'effectue le traitement des nouvelles? Dans quelle option? Dans quelle vision? Bon, alors la vision, alors ce qu'on a donné depuis le début, évidemment, c'est de témoigner. La première chose, c'est de témoigner d'un moment vraiment difficile et historique, mais c'est aussi d'apporter une contribution pour aider cette région-là à se relever. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, évidemment, on témoigne de ce qui se passe, des dommages et des efforts que toute la région fait, des efforts qui sont faits ailleurs pour venir nous aider. Mais aussi, on essaie d'apporter vraiment une aide particulière. Entre autres, on a publié la liste de téléphones de tous les numéros de centres d'hébergement, de centres d'aide depuis le début. À partir de demain, on va également publier quelques rubriques où les gens qui ont besoin de matériel, qui ont besoin de bénévoles, qui ont besoin, pour tous les besoins, de bois de chauffage, peu importe. Alors, on va indiquer le besoin avec le numéro de téléphone. Et en contrepartie, on va publier aussi une liste de choses qui nous sont offertes. Par exemple, on reçoit des appels. Nous, à l'extérieur, par exemple, moi, j'ai des familles de Sherbrooke qui nous ont offert du logis pour des gens de Granby. Alors, on va publier leur numéro de téléphone dans le journal à partir de demain. Et là, on va essayer en fin de compte, tout simplement, de faire un lien entre les besoins et les ressources qui nous sont offertes de l'extérieur. On va essayer de mettre en relation ces gens-là pour vraiment cette chimie-là pour que les gens puissent s'entraider. Est-ce qu'il y a des normes à respecter? Bon, la vérité est toujours la vérité, on le sait, mais mis à part ça, pour pas apeurer la population.
Bon, évidemment qu'on a toujours un code d'éthique là, à respecter, c'est-à-dire de publier l'information qui est vraie. C'est sûr qu'on a toujours cette préoccupation-là et ce qu'on essaie de faire, évidemment, on va témoigner de ce qui se passe. On ne peut pas cacher la vérité. Alors, notre travail, c'est de dire ce qui se passe. Et des fois, c'est difficile à dire, mais on doit le faire. Mais en contrepartie, on va essayer de donner aussi les moyens qui sont à la disposition des gens pour s'en sortir. Les solutions, là. Quand on se retrouve dans d'autres situations tragiques ou dramatiques, quand les gens voient arriver les journalistes, ils fuient le plus souvent qu'autrement. Par contre, dans la présente situation, ils sont contents de nous voir. Ils savent bien souvent aussi qu'on est porteurs d'informations, mais ils nous en mettent beaucoup sur les épaules. Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile à accepter. On en sait beaucoup, mais on ne peut pas leur donner toutes les réponses qu'on voudrait parce que nous-mêmes, on est tributaires des informations qu'on veut bien nous donner. Je parle au niveau des autorités. Alors, c'est ça. C'est de diffuser l'essentiel. Absolument, et ceci en composant avec la fatigue. Parce que c'est pas des journées de 7 heures ou de 8 heures comme on voit habituellement. C'est Bon, jusqu'à un certain point, oui, parce que s'il survient des événements importants, il faut être là aussi et prêt. Puis est-ce que vous croyez que la lumière au bout du triangle noir approche à grands pas? Une journée à la fois. D'ailleurs, vous avez vu sur le journal qu'on a fait un logo particulier. Alors, survivre à la crise avec les journées. Alors, nous, c'est un jour à la fois. Je sais qu'on va s'en sortir, que ça va revenir un jour. Entre-temps, on fait un jour à la fois, puis ça va bien, puis on s'en... c'est, comme je vous dis, aussi un jour à la fois, on est aussi, pour nous autres, sur le plan journalistique, c'est extrêmement intéressant et on a une atmosphère de travail qui est vraiment spéciale. De toute manière, dans le moment présent, il y a tellement de choses qui se passent qu'on n'a pas besoin d'aller creuser loin et puis de prévoir 2 semaines à l'avance. Voilà, c'est ça. On essaie justement, à chaque jour, d'y aller selon les priorités de chaque jour, selon les appels qu'on reçoit et selon les informations qui nous sont acheminées ici. Et puis, pour terminer, est-ce qu'il y avait un plan d'urgence établi pour une situation de crise comme celle qu'on vit présentement? En ce qui nous concerne, non. Non. Donc, c'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation pour nous, là. À partir du moment, c'est sûr qu'on a il a fallu réagir extrêmement rapidement. Alors, le premier soir, on a réagi avec les moyens du bord. Et quand je vous dis qu'on a fini avec la chandelle, ça vous donne un peu l'aperçu. Mais depuis ce temps-là, on s'organise. Puis là, comme je vous dis, de jour en jour, ça va de mieux en mieux. Bien, continuez votre beau travail. Merci beaucoup. Contre verglas et panne électrique, bon nombre de commerces ont fait des pieds et des mains pour permettre à la population de s'approvisionner pendant la panne électrique. Louis-Gabriel Monas a fait le tour de ces entreprises. Comment vous avez procédé pour restructurer le magasin très rapidement? OK. Lors de la perte de courant, nous, faisant partie du centre d'achat des Galeries de Granby, on a une génératrice qui est à même les galeries, qui a fait en sorte qu'on a pu avoir les lumières, les caisses enregistreuses marchaient. Fait que ce qu'on a fait, c'est que tout de suite, quand c'est parti, on a continué, les clients qui étaient en magasin ont pu continuer à faire leur marché. Pendant ce temps-là, il y a d'autres équipes, eux autres, qui ont procédé à vider les comptoirs pour pas qu'il y ait de pertes au niveau des congelés et tout ça. Fait que le magasin a pu continuer comme ça. Nous, pendant qu'on sauvait le congelé dans une vanne réfrigérée, on a pu continuer à desservir les clients au niveau de tout ce qui est sec, puis qui est juste réfrigéré. Puis là, le réfrigéré, la deuxième journée, il a fallu le serrer parce que là, le courant minimum qu'on a, c'est quelques lumières au niveau du magasin, les caisses enregistreuses, l'ordinateur, en tout cas, c'est minime, là. C'est vraiment là, pour sauver, là, pour pas rien perdre. On s'est procuré des génératrices pour du moins faire marcher l'essentiel du garage, c'est-à-dire les pompes à gaz, un petit peu d'électricité puis le chauffage, principalement. Nous, on est capable de desservir du gaz. La location, mais ça n'a jamais arrêté. On n'a pas besoin d'électricité pour ça en tant que tel. On a les services par téléphone cellulaire, par téléphone ici quand on est présent. Et on marche avec la clarté du jour, puis quand il y a aussitôt qu'il fait noir, malheureusement, le commerce ferme jusqu'au lendemain. Aussitôt qu'il n'y a plus d'électricité, mon outil de travail, c'est mon ordinateur et on travaille à la mitaine, ça va pas aussi bien. C'est mieux à l'ordinateur parce que là,
Tant qu'on a des pannes comme on a eu quelques heures aussi, ça fait comment on dit ça, le thème français. Moi, je dis un bug, là. Après ça, on va dire c'est tout mélangé. On a quelques difficultés là, de ce temps-ci à fonctionner. Bon, mais présentement, nous, c'est très rare qu'on va fermer quand il manque d'électricité parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de prescription. Veut dire, ils peuvent pas attendre. C'est des choses qu'ils ont besoin. Il y a des personnes qui sont prises du cœur ou des choses comme ça. Alors, s'ils n'ont pas de leur prescription, ils en ont besoin. Les autres pharmacies qui sont fermées, normalement, ils vont pas ouvrir. C'est juste ces personnes-là. Alors, nous, on continue toujours à fournir les prescriptions, mais sans les ordinateurs, alors c'est manuel. C'est beaucoup plus long, mais les gens sont patients, ils prennent le temps d'attendre, puis on fournit quand même tous leurs médicaments. On essaye de toutes les passer le plus possible au niveau des prescriptions. À la caisse, c'est la même chose. Les gens viennent pour acheter des choses qu'ils ont besoin, le sirop pour les enfants ou quoi que ce soit. Et à la caisse, c'est à la main aussi. On passe, on calcule ça à la main, puis on les passe. On essaie de leur donner le plus grand service possible. Puis on les suit dans les allées parce que vu qu'il fait noir, alors ils ne voient pas où sont les choses. On essaie de leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait qu'on a pu au moins aider les clients au niveau de l'eau, au niveau des chandelles, au niveau des batteries. Puis c'est de même depuis le début. Là. On a acheté des batteries, on a fait ouvrir les commerces comme Kmart, Arts, Sears. Tous les gérants ont bien participé, ils ont communiqué avec nous, on était chercher les batteries dans le magasin, on les a amenées ici, on n'a fait aucun profit, ils me vendaient 3,99, j'ai revendu à 3,99. C'était pas une idée de faire d'argent, c'était une idée de dépanner les gens, là, parce qu'à un moment donné, là, c'est pas drôle, hein? Pas d'eau, pas rien, là, puis il fait froid. Là. En été, ça aurait peut-être été moins pire, mais en hiver, il faut faire avec. Finalement, on est allé chercher tout notre stock dans le frigidaire, puis on a rempli celui de la frigidaire de la gare, pour pouvoir fournir à la population un service complet là, et un menu complet. C'est sûr que, bon, sans le menu qu'on avait ici, là, mais on n'a pas comme la pizza et tout ça, mais quand même, on offre quand même un menu assez complet. Là. À la suite de l'annonce du décret octroyant une prime d'aide aux sinistrés, les autorités municipales ont chargé le quatuor des caisses d'établir le processus de remboursement. Un système fort efficace a été mis en place, comme nous l'explique M. André Deschamps, directeur de la Caisse Saint-Antoine. Bon, premièrement, lorsque j'ai reçu le mandat, le maire Michel Duchesneau m'a informé qu'il y avait au BOMO 20 000 portes qu'il faut s'attendre à pouvoir desservir jusqu'au 15 février. Et ça, on parle d'une première vague qui est autorisée par le gouvernement du Québec du 12 janvier au 19. Et s'il y avait interruption de courant après le 19, mais il va y avoir une autre vague aussi pour un deuxième chèque. Donc, le mandat, il s'agissait de mettre en logistique une opération pour que les membres puissent recevoir le plus rapidement possible leur chèque, mais aussi que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et quand on parle de 20 000 potentiels à servir, il faut mettre en place une bonne logistique. Donc, j'ai été chercher le support et moi, je suis responsable du mandat de la Ville, mais je peux vous dire que j'ai un support au niveau du Cégep. Yvan Vaillancourt, le directeur général, Régis Lessard, du responsable au niveau du secteur informatique, et les professeurs au niveau informatique qui nous donnent un support extraordinaire. En l'espace d'une journée et demie, on a mis sur place tout le processus pour servir notre clientèle depuis hier. Premièrement, c'était prévu, on ouvrait le vendredi. On a été assez rapide dans notre gestion et dans l'organisation pour ouvrir d'une journée précédente. Au lieu de 9 h, on a ouvert à 9 h moins quart. Ça a été le même principe ce matin. Et j'ai le personnel des caisses populaires, le quatuor des caisses populaires du Granby urbain qui m'a donné un coup de main pour être des officiers autorisés par la Ville de Granby à émettre des chèques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a différents points d'arrêt. Premièrement, l'objectif, c'est une opération comme ça consiste d'avoir un certain contrôle, et comme le maire Duchesneau disait, d'avoir une rigueur pour pas que les chèques soient mis en double, en triple et en quadruple. Donc, on a un programme informatique qu'on a fait bâtir. Puis, c'est dans un dossier comme ça, on découvre, c'est extraordinaire, la Ville de Granby. C'est un jeune qui s'appelle Frédéric Saint-Laurent, un jeune de technique informatique 3e année, qui nous a bâti ça. Il nous l'a bâti avec la journée où il n'y a pas eu d'électricité,
un ordinateur branché avec une génératrice et avec une chandelle. C'était la première fois que je voyais des gens d'informatique avec des chandelles. Et il l'a fait, ça a pris la nuit, il l'a fait. Le lendemain, c'était opérationnel, on faisait nos tests et tout fonctionnait. Ensuite, on a tout un système parce que le processus, c'est que les gens arrivent dans la file, ils s'en vont vers un processus qui, à la fin, il y a un système de caissiers. Et encore une fois, c'est des caissiers, des caisses populaires à Granby qui servent et les gens sortent avec leur argent. Mais lorsqu'on faisait nos premiers tests en préparation en gestion, on prenait environ 15 à 20 minutes de prévu. Et les tests qu'on fait et qui s'est passé au cours des dernières journées, c'est une moyenne de 9 à 10 minutes dans tout le circuit. Ça fait que notre personnel qui s'est occupé de ce dossier-là, le système informatique, le support des jeunes informatiques, c'est absolument incroyable. C'est de toute beauté de voir les gens lorsqu'ils ont le goût de rendre service à une population qui a souffert et qui souffre encore. Mais je pense qu'il y a une mobilisation. Puis moi, je suis le chef d'orchestre de ça, mais je peux vous dire que le mérite obtient toute l'équipe ici. C'est extraordinaire le travail qui s'est fait. Bien, bravo à vous et à tous vos musiciens pour cette super organisation-là. Merci. Le Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin s'est vu attribuer une tâche toute particulière, celle d'offrir un centre d'hébergement pour les animaux. Alors, Catherine Frizzle, animatrice pigiste au Centre d'interprétation de la nature, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le fonctionnement de ce projet-là ici? Bien, ça a commencé, je pense, par le besoin que les gens avaient de placer leurs animaux. Là. Les gens ne se retrouvent pas d'électricité, pas de chauffage, puis comme les animaux sont comme un peu comme nous autres, là, on ne peut pas vivre dans le froid. C'est ça. Est-ce que la demande est là? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment ravies de venir ici? Oui, les gens sont, à ma surprise à moi, les gens sont vraiment contents qu'on ait une place comme ça ici, comme le centre d'hébergement, parce que les autres, des fois, ils se retrouvent dans des foyers où est-ce qu'il y a déjà des animaux, ou encore dans les centres d'hébergement comme à J.H. Leclerc ou à Sacré-Cœur, puis ils peuvent pas amener leurs animaux là-bas, puis ils sont vraiment contents qu'on ait une place pour eux autres, là, ouais. Comparaison avec les vétérinaires, tout ça ici, c'est gratuit. Oui, ici, c'est gratuit, donc ça permet aux gens qui ont moins de moyens d'avoir une place pour leurs animaux quand même. Là. Et puis, qui a pensé à ce projet-là? D'où est venue l'idée? Bien, je pense que c'est une initiative de la Ville, puis ils ont demandé aux gens du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin de s'en occuper. Donc, c'est les gens qui s'occupent de ça. Ici, c'est Claudine Leroux qui est chef de l'éducation au Centre d'interprétation. Puis, il y a Denise Bergeron puis moi, on s'occupe de ça ici, là. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des conséquences pour les animaux quand ils vont retourner à la maison? Bien, c'est sûr que des conséquences, il y en a déjà ici parce que c'est un milieu qui est stressant. Soit que les animaux, ça fait quelques jours qu'ils se font trimballer un peu partout. Puis ici, bien, il y a beaucoup de chiens, donc pour les chats, des fois, ça peut être stressant d'entendre les chiens japper. Puis les animaux sont tous ensemble. C'est sûr qu'il va falloir que les animaux se réadaptent là, à retourner dans leur petit environnement. Là, ouais. Par rapport au risque de maladie, est-ce qu'il y en a un? Bien, on essaie de séparer quand même les animaux, là, ceux qui sont vaccinés, ceux qui sont non vaccinés. Ceux qui sont vaccinés, il y a des places qui sont disponibles pour eux autres, là, pour que les propriétaires soient moins inquiets. Mais ça devrait être quand même bien. C'est sûr qu'ils se retrouvent tous dans le même environnement, là, donc les chances sont un peu plus grandes, mais on fait attention. Là. Bien, bravo. Merci beaucoup. Bien, merci. En terminant, nous aimerions vous laisser sur des images que nous garderons longtemps en mémoire. Des images où la nature est oppressée par le merglas, mais aussi des images de reconstruction. C'est un peu notre façon de remercier tous les travailleurs et les bénévoles qui nous ont permis et qui nous permettent de nous dire « Ouf, on est passé au travers ». Ici Isabelle Leclerc et au nom de toute l'équipe, bonne semaine.